Voilà, donc bonjour à tous. On espère que vous nous entendez bien. Je ne sais pas si on va avoir un retour, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit mot sur le chat et on fera passer les messages. Donc je suis avec Elodie Kerr, qui est avocat associé spécialisé en droit de la famille, et donc qui substitue Céline Cadar-Beaufour pour animer cet atelier avec moi aujourd'hui. Donc, on est ravis d'être là. On va essayer de faire au mieux avec la technologie. On a fait des tests, a priori ça fonctionne. Donc, voilà. Encore une fois, il y a un service support. Donc, s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à mettre un message. Également, le système du chat sert à poser des questions. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est que on répondrait plutôt à la fin aux questions en essayant de pouvoir répondre de manière exhaustive. Donc voilà un peu comment on va procéder. Alors aujourd'hui, ce qu'on va traiter, donc c'est la réforme du divorce et la réforme de la procédure des divorces contentieux. Alors, c'est vrai que maintenant, on y arrive, on est à 2 mois et demi de l'entrée en vigueur de la loi, puisque je vous rappelle que c'est prévu pour le 1er janvier 2021. Et comme vous le savez, il y a eu de nombreux reports de ce texte. Finalement, c'était un peu le serpent de mer, puisque c'est un texte qui est issu de la loi de programmation de la réforme de la justice donc de 2019, du 23 mars 2019. Au départ, il était prévu une entrée en vigueur au plus tard au 1er septembre 2020. La chancellerie avait l'idée du 1er janvier 2020. Ils se sont rendus compte très vite que c'était absolument pas réaliste. Donc, il y a eu un premier report en septembre 2020. Et pourquoi ils se sont rendus compte tout de suite que c'était pas réaliste? Alors, vous allez le voir, il y a un certain nombre de changements sur le fond. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de grande réforme du divorce sous réserve de la réforme du divorce par consentement mutuel. Mais il y a aussi une particularité qui va probablement changer les habitudes des avocats et des greffiers, c'est que on va devoir, dès notre assignation, et on y reviendra longuement, Elodie vous en parlera, faire figurer une date qu'on devra prendre au préalable au greffe, qui sera la date de la première audience. Donc ça, c'est nouveau. Ça nécessite une organisation de la part des greffiers, et donc il y avait eu évidemment un certain nombre d'observations pour dire que on n'était pas en état de lancer tout ça au 1er janvier 2020. Donc ensuite, report au 1er septembre. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu le Covid et toute la période qu'on a connue. Et donc, on a enfin décidé de reporter au 1er janvier 2021. Et donc maintenant, à force de dire que ça va arriver, ça arrive. Donc l'objectif de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que vous compreniez bien, que vous ayez en tête ce qui va changer, et vous allez voir que finalement, une fois qu'on a bien compris les éléments essentiels, il y a pas de raison d'être effrayé. Donc le but c'est de vous rassurer, et le but c'est aussi de faire une présentation qui soit la plus pratico-pratique possible. Alors la première des choses, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est une réforme des procédures contentieuses de divorce. Donc soyez rassurés, le divorce par consentement mutuel, par acte d'avocat, que tout le monde maîtrise parfaitement aujourd'hui, a pas été refondu par cette réforme. Simplement, une petite précision qui est intéressante, c'est que la loi permet désormais la signature électronique de nos conventions. Donc c'est une chose intéressante, puisqu'on l'avait pas jusqu'à présent et on fonctionnait par signature papier. Mais attention, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir signer à distance. On devra toujours être tous, les avocats et les époux, dans une même salle. Simplement, cette signature pourra se faire par voie électronique, et notamment avec les modalités mises en place par
par le CNB et avec notre clé barreau pour avoir des moyens de signature sécurisés. Ensuite, donc l'objectif principal, un des objectifs en tout cas de cette réforme, et on y reviendra, c'est d'accélérer la procédure de divorce. Alors là-dessus, c'est certain qu'on fait tous le même constat. Nos procédures contentieuses sont longues, très longues, et on a de plus en plus de mal à expliquer à nos clients la lenteur de ces procédures. Donc c'est un objectif qui ne peut être que bien accueilli. Alors, une première précision très importante dans le cadre de cette introduction, c'est sur le droit transitoire. De bien comprendre, puisqu'on vous dit la loi entre en vigueur au 1er janvier 2021, les procédures qui sont concernées sont les procédures de divorce qui n'ont pas été introduites avant. Donc, ça veut dire que dans tous les dossiers dans lesquels il y a déjà une requête de déposer, il y a déjà une ordonnance de non-conciliation qui a été rendue, elles ne seront pas soumises à la réforme. Elles resteront régies par l'ancienne loi. Et donc, encore une fois, cette réforme va s'appliquer aux procédures de divorce non encore introduites, c'est-à-dire aux requêtes, entre guillemets, mais on verra que c'est plus une requête non encore déposée. Donc, vous allez avoir un temps plus ou moins long pendant lequel vous cohabitez à partir du 1er janvier à la fois vos anciennes procédures pour lesquelles vous aviez déjà une ONC ou déjà déposé une requête et les procédures introduites après le 1er janvier 2021. Donc ça, c'est un élément très important à bien garder en tête sur le droit transitoire. Donc, les questions auxquelles on va essayer de répondre, on va vous expliquer, je vais passer tout de suite la parole à Élodie, comment on introduit désormais notre procédure de divorce, puisque là il y a pas mal de nouveautés, qui est devenue notre ancienne ONC à laquelle on avait l'habitude de se référer. Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est remplacée par une autre forme d'ordonnance? Est-ce que on a encore des mesures provisoires? Est-ce qu'on a des changements significatif sur le fond. Alors, je suis pas sûre qu'on puisse partager à l'écran parce que dans les répétitions, ça a été un peu difficile de le faire, les schémas ou les modèles sur lesquels on a pu travailler, mais ça pourra être fait après dans un second temps. Donc, je passe tout de suite la parole à Élodie sur l'introduction de la demande en divorce en vous disant tout de suite que existe la requête article 251. Merci Agathe. Donc, effectivement, comment on va introduire l'instance à partir du 1er janvier 2021 ? Eh bien, c'est une assignation ou une requête conjointe. On reviendra toutes les deux sur le cas requête conjointe. Moi, l'idée, c'est de dérouler l'assignation avec les nouvelles mentions qui sont obligatoires. On a tous le schéma en tête de notre assignation. Donc, je commence. On indique évidemment à peine de nullité. Donc, ça, ce sont des règles de droit commun que la juridiction devant laquelle la demande est portée. Donc là, on se réfère toujours à l'article 1070 du Code de procédure civile, à savoir que c'est le juge du lieu de situation de la résidence et que cette résidence est appréciée au jour de la demande. Donc, c'est le juge d'affaires familiales. Sinon, à tout le moins, du lieu du défendeur, s'il y a un problème d'interprétation sur la résidence. Donc, on a notre assignation avec la comparution des parties. Tout ça, c'est toujours des règles et des mentions à peine de nullité. L'état civil complet, nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, adresse, nationalité, profession pour le demandeur, pour le défendeur. Évidemment, la constitution de l'avocat. Et donc, ayant pour avocat constitué plaidant maître Agathe Lévy, avocat au barreau de Paris, son adresse à TOC, lequel se constitue sur la présente assignation et sur ses suites. Ensuite, je continue donc les mentions pour l'huissier, pour qu'il puisse signifier, donc contre l'autre époux. Et là, on doit ajouter aussi
une nouvelle mention qui est prévue donc, par l'article 56 du Code de procédure civile. C'est celle de dire que on veut absolument… alors, attendez. Non, c'est 752 du Code de procédure civile. Il doit être indiqué que la signation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience. Donc ça, c'est une mention qui est obligatoire depuis la réforme de la procédure civile. Mais la question, elle se pose dans le cadre d'une procédure de divorce où c'est d'intérêt privé, où on va passer par une audience d'orientation et de mesures provisoires, qui va être cette audience partiellement orale. Et donc, il est étonnant que cette mention doive être indiquée à peine de nullité. Donc, notre conseil, c'est bien évidemment dire qu'on veut qu'il y ait une audience. Donc, ça, ce sont nos règles de droit commun. On passe donc à l'origine, une requête qui va entraîner une ordonnance de non-conciliation. Première étape, première phase de la procédure de divorce. Puis, une assignation qui va entraîner le prononcé du divorce par jugement, à une seule et même phase, avec un acte qui introduit l'instance, l'assignation. On a donc ces règles de droit commun à peine de nullité, mais aussi on a des règles de droit spécifiques de procédure au divorce, et toujours à peine de nullité, l'assignation doit indiquer les lieux, jours et heures de l'audience d'orientation et sur mesure provisoire. Ce sont les dispositions de l'article 1107 du Code de procédure civile. Donc, on doit indiquer très clairement la date, l'heure, le cabinet, l'adresse du tribunal, comme on le fait par ailleurs, par exemple, quand on a une assignation d'ailleurs à bref délai, hors circuit de divorce, par exemple en matière d'autorité parentale, qu'on a notre date, eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que là, vraiment, il faut indiquer que c'est une audience d'orientation et sur mesure provisoire. Cette date d'audience, elle est communiquée à la juridiction, aux demandeurs, par tout moyen, selon des modalités qui doivent être arrêtées par le garde des Sceaux. Ces modalités pratiques, on ne les a pas encore. On a un arrêté du 9 mars 2020. Peut-être que je peux nous en dire 2 mots, Agathe. Oui. En fait, là aussi, ça a été un peu le serpent de mer, puisqu'on avait d'abord un décret qui nous disait que la date serait communiquée, un décret du 11 décembre 2019, qui prévoyait que la date serait communiquée par la juridiction aux demandeurs par tout moyen, selon des modalités à définir par le garde des Sceaux. Donc, le 9 mars 2020, l'arrêté est arrivé. Il prévoit toujours que la date d'audience sera communiquée par tout moyen, mais on apporte quand même quelques précisions en nous disant que ça pourra être par téléphone, par télécopie, ou par courrier électronique, le système de communication électronique étant quand même pour le moment référé. Donc on a ces moyens de communication qui sont cités par cet arrêté du 9 mars 2020, téléphone, télécopie ou courrier électronique. Voilà, concrètement, c'est vers ça qu'on va s'orienter, peut-être avec des différences de pratique en fonction des greffes. Exactement. Et c'est là toute la question, parce que on le voit en pratique et avec la période qu'on a traversée, qu'on traverse encore. Il y a eu des boîtes mail qui ont été créées au sein de greffes en fonction des juridictions. Il n'y a pas d'homogénéité dans la transmission des informations. Et praticiens, on se confronte à un certain nombre de problèmes. Donc là, on espère en tout cas que l'arrêté du garde des Sceaux qui devrait intervenir avant le 1er janvier permettra la fixation d'une pratique homogène sur l'ensemble du territoire pour nous éviter, parce que c'est assez anxiogène et stressant de pas savoir et de pas avoir la personne au téléphone si c'est par téléphone, qu'on ne réponde pas par mail si c'est par mail, est-ce que ça va être sur le RPVA? Bref, c'est des questions, et c'est la question qui se pose encore parce que le reste, on a bien notre schéma d'assignation, nos règles de procédure, mais comment on va avoir cette date, ça reste encore une question à résoudre. Et Élodie reviendra tout à l'heure, mais vous verrez que, en effet, cette date, le moment où on l'obtient, c'est quelque chose d'important. Voilà, raison pour laquelle on insiste un tout petit peu. Exactement, c'est ça. Donc, à peine d'irrecevabilité toujours, la demande
en divorce, en tout cas qui vise un divorce pour faute, qui veut énoncer les motifs à l'origine de celui-ci, ne doit absolument pas être indiqué dans l'assignation. C'est-à-dire que dans notre assignation, j'ai l'objet de la demande, je rappelle mes faits. Ma discussion, ça va être à la fois, on va y revenir dans le détail, mais une partie différente sur les mesures provisoires et une partie sur le fond du divorce. Et le fond du divorce, ça va être surtout les conséquences du divorce. On n'a pas, à peine d'irrecevabilité, la possibilité d'indiquer que d'ores et déjà, dans le cadre de notre assignation, on veut un divorce pour faute. En revanche, c'est possible de l'indiquer pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage. On va revenir sur ces points-là, sur ces deux fondements-là, parce qu'il y a eu des modifications sur les modalités. Mais sachez que pour la faute, on peut on doit indiquer le fondement de la faute du divorce pour faute dans nos premières conclusions. C'est-à-dire les premières conclusions au fond qui interviendront après la première ordonnance, et donc la première plutôt audience sur orientation et sur mesures provisoires, qui va entraîner une ordonnance du juge de la mise en état, qui va fixer un calendrier de procédure et qui va nous dire, vous avez à telle date, vous devez avoir pris vos conclusions au fond. Voilà. Et donc, du coup, ce que ça veut dire là-dessus, c'est que finalement, pas de changement par rapport à notre pratique antérieure, au terme de laquelle on n'avait pas à indiquer le motif, les griefs qui pouvaient justifier ou être à l'origine de la demande. Là-dessus, ça ne change pas. On n'est plus sur une requête, on vous l'a dit, on est sur une assignation avec une forme beaucoup plus élaborée. Mais en revanche, il n'est pas question de venir invoquer des griefs et de venir expliquer que vous avez envie de faire un divorce pour faute. Ça viendra dans un second temps dans le cadre de conclusion. Oui, tout à fait. Mais en même temps, il est toujours possible, c'est la limite, même actuellement, c'est-à-dire d'exposer un certain nombre de raisons et de faits pour justifier des demandes sur les enfants, par exemple. Pourquoi je veux ma résidence habituelle, pourquoi je veux une autorité parentale exclusive, en exercice exclusif. C'est bien parce qu'il s'est passé un certain nombre de faits graves. Donc, c'est toute la limite entre on n'a pas la possibilité d'invoquer et les griefs, les raisons pour lesquelles on veut divorcer, mais il est quand même toléré qu'on puisse les exprimer pour justifier notre demande sur nos autres demandes, c'est-à-dire l'exercice de l'autorité parentale, par exemple. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Après, ça sera tout le débat, évidemment, en fonction de celui que vous défendez, celui qui demandera d'écarter les pièces en disant que c'est des griefs, et l'autre qui expliquera qu'elles sont essentielles pour justifier les demandes au titre des enfants. En tout cas, quand même, voilà, retenez bien que les griefs, pour expliquer le fondement du divorce, c'est non. Ça ne bouge pas. C'est non. Et d'ailleurs, notre conseil, mais c'est aussi parce qu'on l'a lu dans différents commentaires, c'est au stade de l'assignation de ne pas indiquer le fondement de notre demande en divorce. Évidemment, pour faute, on vient de le dire, mais pour altération définitive et pour acceptation, on va l'indiquer que dans le cadre de nos premières conclusions au fond. Pourquoi? Parce que l'époux qui va vouloir solliciter un divorce pour altération, il peut, lui, raccourcir au maximum les délais. Peut-être que ça, tu peux l'expliquer. Oui, oui. Alors, c'est vrai que ça devient ubuesque puisque on vous dit, vous pouvez invoquer le fondement du divorce, c'est-à-dire altération ou acceptation. Là, Élodie vient de vous dire, on vous conseille pas nécessairement de le faire. Pourquoi? Sur l'altération, on y reviendra. Bon, vous allez voir que le délai est ramené de 2 ans à 1 an. Vous savez qu'auparavant, il fallait impérativement qu'on puisse justifier des 2 ans au jour de l'assignation. On était bloqué jusque-là. Aujourd'hui, les choses ont changé dans la mesure où ce délai de 1 an, je suis même pas obligée de l'avoir au moment de mon assignation. Je m'explique. De 2 choses l'une. Soit je veux absolument, dans mon assignation, indiquer le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Si je veux le mentionner, il faut que je puisse justifier de ces 1 an de séparation. Mais comme je ne suis pas obligée de le mentionner et comme on vient de vous dire qu'on ne vous conseillait pas de le faire, si vous avez des clients qui viennent vous voir et notamment un des époux qui vous dit « je suis séparée depuis 3 mois », vous pouvez tout à fait lancer la procédure
ne pas indiquer le fondement altération définitive du lien conjugal dans votre assignation et en réalité, ultérieurement, dans vos conclusions, vous placez sur ce motif-là et peu importe, même si vous n'avez pas au moment de vos premières conclusions au fond le délai de 1 an, c'est pas grave, on vous dit le juge attendra et il ne statuera que à partir du moment où on aura 1 an de séparation. Donc c'est très clair pourquoi ça raccourcit les délais. On est dans le cas de figure où il y en a un des deux qui veut pas divorcer. Celui qui veut divorcer peut pas justifier d'une séparation suffisamment longue, on le sait. Auparavant, on était bloqué pendant 2 ans et donc on avait parfois des ordonnances de non-conciliation qui vivaient 24 mois ou plus parce qu'on ne pouvait pas assigner. Aujourd'hui, on peut assigner tout de suite puisque c'est la voie naturelle et exclusive pour engager cette procédure de divorce. On peut assigner quelle que soit la durée de la séparation et ce qui est intéressant, c'est que même si j'ai pas 1 an de séparation, que ce soit au moment de l'assignation ou même au moment de mes premières conclusions au fond, où là je vais dire je me place sur le divorce pour altération définitive, ça n'est pas grave, votre demande ne sera pas irrecevable, simplement le juge dans son calendrier de mise en état attendra. Donc on voit que là-dessus probablement la réforme devrait permettre de faire avancer plus vite les procédures, à tout le moins les procédures pour altération définitive du lien conjugal. De la même façon, pour le divorce accepté, de ne pas l'indiquer dans notre assignation, ça va permettre à l'époux qui souhaite justement ce divorce accepté de laisser la porte ouverte aux discussions pour pouvoir y aboutir dans le cadre de premières conclusions. C'est les raisons pour lesquelles, majoritairement, mais peut-être que vous avez d'autres idées aussi, raisons pour lesquelles on conseille de ne pas, au moment de l'assignation, indiquer le fondement de notre demande en divorce. Toujours est-il, et ça vous le savez déjà, mais c'est repris, c'est qu'il y a un seul motif du divorce, qu'il n'y a pas de demande subsidiaire, hein, c'est complètement irrecevable. La seule possibilité, c'est une demande reconventionnelle, c'est-à-dire que on assigne pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur reconventionnellement forme une demande de divorce pour faute. Contre-reconventionnellement, je peux répliquer à cette demande et former moi-même une demande en divorce pour faute. Le juge, il doit analyser d'abord la faute et s'il déboute les parties, de toute façon, il y aura un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. C'est sur le fondement de 246 du Code civil, mais ça change pas et vous le saviez déjà. La demande introductive d'instance, donc notre assignation, elle doit aussi comporter, et là il n'y a pas de sanction, un rappel des dispositions qui favorisent les accords, à savoir un rappel sur la médiation familiale, un rappel sur les dispositions permettant la procédure participative, un rappel aussi de la possibilité qu'il existe d'homologuer des accords partiels ou des accords complets sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou sur les conséquences du divorce. Ça, on n'a pas vu dans le modèle qu'on avait étudié, mais j'imagine qu'on peut le mettre juste après toutes les mentions obligatoires de comparution, de constitution du défendeur avec les délais de distance. Juste en dessous, donc dans le très important. Après ça, on peut peut-être rajouter les dispositions légales sur la médiation familiale, la procédure participative et sur la possibilité de trouver des accords et qu'ils soient homologués par le juge. À peine d'irrecevabilité, en revanche, et ça c'est exactement la même chose qu'actuellement, il est obligatoire d'insérer un paragraphe sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Donc, de la même façon que dans notre assignation actuelle, c'est repris, c'est à peine d'irrecevabilité. On doit au moins élaborer un petit schéma liquidatif, l'actif, le passif principal, avec le passif afférent. En général, c'est le bien immobilier et le prêt, et de dire ce qu'on veut, de faire des propositions. Est-ce qu'on veut vendre? Est-ce qu'on est d'accord pour que l'autre se voit attribuer le bien, etc. Ça, c'est toujours obligatoire. Mais quand même, changement
par rapport à la procédure d'avant, c'est que évidemment c'était le cas avant, mais au stade de l'assignation, c'est-à-dire dans un second temps. Et donc là, vous comprenez bien que, comme l'a dit Élodie, dans cette assignation, il y a une partie, et elle y reviendra, sur les mesures provisoires, une partie sur les conséquences du divorce au fond. Donc ça veut dire que dès ma demande d'introduction du divorce, je dois faire ce rappel, enfin cette proposition, pardon, de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce qui veut dire quand même pour nous que c'est un travail qu'on n'avait évidemment pas à faire au stade de la requête, quand le dossier arrive, où on se plongeait peut-être pas dans le détail et qu'on n'avait pas nécessairement toutes les informations. Et donc c'est un travail qu'on va devoir faire à peine d'irrecevabilité, pardon. Voilà. Mais en effet, ça change pas par rapport à l'ancienne assignation. Ce qui change, c'est que maintenant, c'est dès le début. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une requête en divorce, on peut, le client vient nous voir, on peut tout de suite aller prendre notre date. Et la requête en divorce, elle n'a pas besoin de contenir, ça peut l'étoffer après. C'est-à-dire une fois qu'on a notre date, on prend des conclusions, mais on a déjà notre date. Là, l'assignation, elle doit comporter à la fois les mesures provisoires et à la fois des conséquences du divorce sur la prestation compensatoire, sur le nom, sur la liquidation du régime matrimonial, en tout cas les propositions. Donc ça paraît un peu complexe et en tout cas il y a intérêt à bien préparer notre dossier. Et ça va plus être possible d'avoir une requête, pas vide, mais en tout cas stratégiquement juste pour avoir une date d'audience rapidement. Toujours dans les mentions à intégrer, on le faisait dans la requête, là c'est dans l'assignation, c'est tout ce qui est organisme de prestations sociales, donc caisse d'assurance maladie, prestations familiales, caisse de retraite, avec l'adresse. Ce sont les dispositions de l'article 1075 du Code de procédure civile. Ça doit on doit en faire mention dans notre assignation. Si il existe une ordonnance de protection, mais je trouve que, bon, je le rappelle, mais parce que ça fait partie des dispositions légales, mais c'est du bon sens. Si cette ordonnance de protection, elle est en cours d'exécution, on doit en faire mention dans notre assignation. Mais je pense qu'on l'aurait tous fait dans notre rappel des faits et de la procédure, parce qu'il faut absolument que l'ordonnance qui va être rendue sur mesure provisoire, la première ordonnance du juge de la mise en état, d'orientation et sur mesure provisoire, elle doit se combiner nécessairement avec les mesures qui vont être prises dans le cadre de cette ordonnance de protection. Donc ça, c'était un point qu'il faut absolument indiquer aussi. À peine d'irrecevabilité encore si le demandeur sollicite des mesures provisoires. Donc toute la partie ordonnance, enfin audience d'orientation et de mesures provisoires, vous allez le voir avec Agathe. Mais toujours est-il que quand on veut faire une demande de mesures provisoires au stade de notre assignation, on n'y est pas obligé, vous allez le voir avec Agathe, mais si on le fait, ça doit être dans notre assignation, dans un endroit à part que les conséquences du divorce. C'est-à-dire que on a notre discussion, on va commencer par les mesures provisoires de manière distincte, dans une partie distincte, et après, dans une autre partie, j'en sais rien, moi, grand A, les mesures provisoires, grand B, le divorce, petit 1 sur le fond du divorce, le fondement, si on a décidé de l'invoquer au stade de l'assignation. Mon petit 2, ça va être sur les conséquences du divorce. Mais vraiment, à peine d'irrecevabilité, ça doit être dans l'assignation et dans une partie qui est distincte des conséquences du divorce. Et j'en viens à une partie qui est très importante, mais enfin voilà, c'est sur la saisine du juge aux affaires familiales. Puisqu'il nous faut une date maintenant. On ne peut plus, comme actuellement, et jusqu'au 31 décembre, assigner, signifier, placer, et puis après, on aura une date lors de la première mise en état. Là, c'est plus du tout le cas. Il nous faut cette date avant d'assigner. Il nous dit, l'article 1108, que le placement, donc une fois que j'ai signifié, je suis en demande, j'ai ma date, je signifie au défendeur, eh bien, le placement peut intervenir à la diligence de l'une ou de l'autre des parties. C'est un peu particulier, mais ça veut dire que le défendeur peut aller placer l'assignation au greffe s'il considère que le demandeur n'est pas assez diligent. Bon, ça, c'est le premier point, mais surtout,
à peine de caducité, et cette caducité, elle est relevée d'office par le magistrat ou à la requête d'un des époux, la saisine, elle doit intervenir soit dans les 2 mois qui suivent la communication de la date d'audience par la juridiction, si cette communication a eu lieu par voie électronique. Donc, parce qu'il y a plusieurs types de communication de date. C'est soit par voie électronique, soit par tout autre moyen. Si c'est par voie électronique et que, mais je vais prendre un exemple, je pense que ça va être plus simple. J'appelle le greffe, j'ai mon assignation qui est prête. Le 2 janvier 2021, le greffe, par voie électronique, me donne une date d'audience au 15 mars 2021, c'est-à-dire à 2 mois et demi, 2 mois plus 15 jours. Donc, c'est par voie électronique et je suis à plus de 2 mois. Eh bien, j'ai 2 mois suivant la date de communication de la date d'audience, c'est-à-dire la date de communication, c'est la date à laquelle le greffe m'a donné ma date, le 2 janvier. Eh bien, j'ai 2 mois pour signifier et placer. Donc, le point de départ, c'est pas la date d'audience et je reviens en arrière. Le point de départ, c'est bien la date à laquelle le greffe m'a communiqué ma date d'audience. Donc, il faut être très vigilant. Donc ça, c'est 2 mois suivant la communication de la date d'audience, si c'est fait par voie électronique et si je vois que ma date d'audience, elle est à plus de 2 mois de la date à laquelle le greffe me l'a donnée. Et du coup, concrètement, ça veut dire très clairement qu'il ne faut absolument pas s'amuser à aller prendre une date tant que l'assignation n'est pas prête. Parce qu'on sait qu'on va avoir le délai de signification par l'huissier, qu'on va avoir le délai pour récupérer le second original si on est en demande. Donc 2 mois, ça vient très vite. On vous parlait de l'importance de cette date de communication par voie électronique. Donc là, dans l'exemple qui était donné, c'est vraiment ça court à partir du 2 janvier et pas à partir de la date à laquelle l'huissier aurait signifié ou la date à laquelle j'aurais récupéré mon second original. Donc voilà, ça c'est en termes de délai quelque chose d'avoir bien en tête. Et pourquoi on dit ça? C'est parce qu'actuellement, c'est à compter de la date, le placement, c'est 4 mois à compter de la date de la signification par exploit d'huissier de notre assignation. Donc ça n'a rien à voir, c'est plus du tout les mêmes délais. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est au plus tard, je dois avoir placé 15 jours avant la date d'audience. Lorsque la date d'audience est fixée moins de 2 mois après sa communication, toujours par voie électronique. Donc, quand j'ai ma date par voie électronique, je regarde si ma date d'audience, elle est fixée à plus de 2 mois de la date à laquelle elle m'a été communiquée ou à moins de 2 mois. Si la date elle est communiquée, elle est à moins de 2 mois, je dois avoir placé, donc signifié plus placé, au plus tard 15 jours avant la date d'audience. J'ai un exemple. 2 janvier, le greffe par voie électronique m'indique une date d'audience pour le 1er mars 2021. Je suis donc à moins de 2 mois de la date à laquelle l'audience m'a été communiquée. Donc là, j'ai bien 15 jours, enfin, je dois avoir signifié et placé 15 jours avant la date du 1er mars, donc soit le 15 février. Il en est de même si la date d'audience m'est communiquée par tout autre moyen, téléphone, fax, voie postale. Là, j'ai vraiment 15 jours avant la date d'audience. Donc, il faut vraiment qu'on soit tous vigilants sur cette saisine, ce placement d'assignation. Il faut qu'on oublie les règles actuelles, même si dans la procédure va continuer, en tout cas pour les requêtes qui ont été déposées avant le 31 décembre 2020. Mais en tout cas, là, c'est plus du tout 4 mois à compter de la signification, c'est vraiment 2 mois à compter de la date à laquelle on va nous donner la date d'audience. Et c'est là où on attend l'arrêté du garde des Sceaux pour que ce soit clair, pour que les règles soient homogènes sur tout le territoire avec toutes les juridictions, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Si on le voit actuellement, il y a des usages en fonction des grèves, des juridictions. C'est sûr qu'on va devant des complications si on n'a pas le bon numéro de téléphone, si le greffier n'est pas là, je ne sais rien moi, le mercredi, et que je veux absolument ma date d'audience. Enfin,
tout ça, on va devant des difficultés. Donc peut-être que la solution, ça serait le RPVA ou, je sais pas, un calendrier, comme quand on appelle les huissiers et qui nous donnent une date dans le cadre de certaines procédures. En tout cas, on espère que ça sera le plus souvent possible par voie électronique, ce qui devrait petit à petit être le cas. Et donc, dans cette situation, ça sera important de bien conserver le justificatif du mail ou de l'information sur le RPVA de cette date, donc dans l'exemple que prenait Elodie, au 2 janvier, puisque c'est ça qui permettra de vérifier qu'on était bien dans les délais s'il devait y avoir une contestation et une demande de caducité. Alors ça, c'est le côté un peu négatif, ce changement. Le côté positif, et Agathe vous l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une volonté d'accélérer la procédure. Puisque en principe, on va voir qu'il y a au maximum 2 mois entre la prise de date et le placement de l'assignation. Voilà. Et que l'instance en plus de divorce va se poursuivre sans délai, on le verra après, mais une fois la première audience et l'ordonnance qui va être rendue sur mesure provisoire, les textes prévoient que l'instance se poursuit sans délai. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, encore une fois. On avait 4 mois pour placer après la date de la signification. On n'avait pas de date d'assignation sur l'assignation à indiquer. L'ONC, une fois qu'elle est rendue, le défendeur qui voudrait assigner tout de suite, il ne peut pas, puisque la main est donnée au demandeur qui a 3 mois pour introduire l'instance. Et donc, le défendeur, il est pieds et poings liés, en tout cas pendant ces 3 mois-là. Entre l'ONC, dont les mesures provisoires sont valables pendant 30 mois, et le placement de mon assignation où j'ai 4 mois, on voit bien qu'actuellement, il peut se passer 34 mois entre le prononcé de l'ONC et l'assignation au fond, et la première audience au fond. Stratégiquement, j'avais pas mon délai pour mon altération définitive du lien conjugal, puisque c'est 2 ans à la date de l'assignation. Eh bien, j'ai quand même mon ONC, j'attends mes 24 mois, mes 2 ans, j'assigne et je place 4 mois après. Donc, je suis à 28 mois après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Donc ça, voilà, on voit quand même qu'il y a cette volonté d'accélérer le rythme de la procédure. Est-ce que, en pratique, on aura notre date rapidement et ça va se passer comme c'est. Qu'est-ce qu'on aura comme date? Qu'est-ce qu'on aura comme date? Mais en tout cas, sur le papier, on voit qu'il y a une volonté de changement et on comprend cette réforme de la procédure des divorces par la volonté d'abréger les délais. Un dernier point, et après je passe la parole à Agathe sur l'audience et sur les mesures provisoires. En cas d'urgence, il faut retenir qu'on a la possibilité d'assigner à jour fixe, donc c'est dispositions du 840 et suivant du Code de procédure civile qui s'applique, assignation à jour fixe, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a notre requête au terme de laquelle on soutient notre urgence et le juge de permanence va nous donner une date normalement plus courte que celle classique. Et la remise au greffe de l'assignation, en revanche, elle doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. Je peux faire un point sur les dispositions de l'article 257 ou on voit après ça? Non, tu peux faire. Ouais. À l'heure actuelle, on a un article qui est assez, peut-être que vous l'utilisez, mais en tout cas, en pratique, il est mal compris par les juges et peu utilisé. C'est la disposition de l'article 257 du Code civil. L'article 257, il permet, en cas d'urgence, d'autoriser d'ores et déjà, avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, aux époux de résider séparément et s'il y a lieu avec les enfants. Voilà ce qu'il est dit, ce sont l'alinéa 1er de l'article 257. En cas d'urgence, résidence séparée des époux avec les enfants, s'il y a des enfants. Plus d'autres mesures conservatoires dont personnellement je ne me suis jamais servie, il y a des mises sous scellé, etc. Ça, ce sont les dispositions de l'article 257. Ça, je faisais ça quand j'avais pas, je pouvais pas avoir une ordonnance de protection, mais qu'il y avait des éléments suffisamment importants, graves, qui justifiaient qu'on n'attende pas le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation pour que les époux résident séparément. Donc, j'allais voir le juge de permanence sur requête. Et il rendait une ordonnance sur requête qui m'autorisait
qui autorisait l'épouse ou l'époux à résider séparément et s'il y avait lieu avec les enfants. C'était une ordonnance qui était rendue non contradictoirement, donc la seule voie de recours, c'était le référé rétractation. Aujourd'hui, l'article, donc ça permettait quand même de sortir d'une situation de crise dans l'immédiat. Après, j'avais mon assignation à jour fixe avec mon ordonnance, ma date d'audience aux fins de tentative de conciliation qui m'était vite donnée. Mais toujours est-il que dans ce délai d'un mois et demi, l'épouse ou l'époux pouvait déjà partir du domicile conjugal. Cet article, il est abrogé du fait de la réforme de cette procédure, et donc j'aurais plus la possibilité de pouvoir agir de cette façon, qui était une voie un peu parallèle par rapport à l'ordonnance de protection et à tout le mécanisme judiciaire et à tout l'arsenal qu'on doit mettre en place pour avoir une ordonnance de protection. Là, je n'ai plus cette solution-là. Donc, c'est un peu dommage parce que c'était assez méconnu, mais quand on l'obtenait, c'était quand même formidable pour l'époux, l'épouse qui en avait besoin. Et je vois pas, à part l'assignation à jour fixe, mais en la soutenant et en disant que vraiment il me faut une date en urgence au regard des faits, je vois pas d'autre solution. Et on sera en contradictoire. Et on sera de toute façon en contradictoire. Voilà. Donc, je voulais juste vous faire part de la tristesse que j'avais un peu du fait que cet article 257 va être abrogé à partir du 1er janvier 2021. Et donc, je passe la parole à Agathe sur l'audience aux fins d'orientation et de mesures provisoires. Voilà, donc je vais vous parler de cette audience donc d'orientation et sur les mesures provisoires. Vous avez compris à travers tout ce que vous a expliqué Elodie qu'on a quand même un changement significatif, évidemment, dans cette première étape de la saisine du juge et du lancement de la procédure de divorce. Et vous avez compris finalement que cette assignation, elle est un peu hybride puisque on vous a dit il doit y avoir des parties distinctes avec des demandes au titre des mesures provisoires et également des demandes au fond. Donc, cette audience d'orientation et sur les mesures provisoires, elle porte très bien son nom puisque, en effet, elle a un double objectif, à la fois l'orientation de la suite de la procédure et le traitement des mesures provisoires. Alors, très probablement, on parlera plus d'ONC mais d'OMP, ça sera notre nouveau jargon, mais je vais vous rassurer ici en vous disant que les mesures provisoires ne disparaissent pas. On va les retrouver dans le cadre de cette audience. Donc cette audience, c'est celle pour laquelle vous avez pris la date. D'accord ? Donc le greffe vous a délivré cette date, elle figure sur votre assignation, et donc c'est là aussi qu'on a quand même plus de visibilité qu'avec les anciennes assignations. Donc elle est évidemment obligatoire et elle est nécessaire. Alors, première question qu'on peut se poser par rapport à cette audience, est-ce que les époux doivent comparaître en personne ? On le sait, évidemment, dans le cadre de notre ancienne ONC, elle ne pouvait pas se tenir sans la présence des époux. Ici, c'est plus le cas. Pour mon OMP, les époux ne sont pas tenus d'être présents. Leur présence n'est pas obligatoire. Ils doivent être représentés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le demandeur, évidemment, son avocat s'est constitué au moment de l'assignation. Le défendeur doit impérativement constituer avocat. Il ne pourra pas se présenter seul pour l'OMP, comme c'est aujourd'hui le cas dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. Donc, la personne qui va venir seule, l'époux, l'épouse qui va venir seule à l'audience, sans son avocat, ne pourra absolument pas être entendu par le juge ni formuler la moindre observation. Donc, changement quand même très important ici, il faut avoir constitué avocat et il faut avoir constitué avocat dès l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires. Vous ne pouvez pas vous dire, finalement, je laisse passer les mesures provisoires et je me constituerai après quand on parlera du fond. Non, vous ne serez pas entendu et vous ne pourrez pas faire valoir la moindre prétention. Exactement. Donc,
Ensuite, une fois qu'on a compris ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce que il est recommandé ou est-ce qu'on va conseiller aux époux d'être présents pour cette audience. Donc nous, avocats, évidemment, on sera obligés d'être là, sans quoi il se passera rien. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que c'est probablement le seul moment où l'époux se retrouvera face à son juge. Alors évidemment, ils seront plus entendus séparément, comme c'était le cas aujourd'hui. Cette première phase de l'ONC, qui pouvait être très rapide, disparaît complètement. Néanmoins, il y aura peut-être des échanges entre le magistrat et les époux s'ils sont là. Et puis, on en reparlera, il y a toujours cette possibilité de pouvoir signer à l'audience. On verra que ça peut aussi être fait avant, mais le procès-verbal d'acceptation de la rupture du divorce. Donc, évidemment, la recommandation, c'est plutôt d'inviter les époux à être présents. Donc, vous avez compris, on est dans une procédure à représentation obligatoire, mais les choses sont un tout petit peu plus complexes, entre guillemets, dans la mesure où la réforme a gardé une dose d'oralité. Pourquoi? Vous allez le voir, vous avez l'article 1117 alinéa 5 du Code de procédure civile qui prévoit que les parties peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que j'ai mon avocat qui soit constitué, mais et ça c'est uniquement sur la partie mesures provisoires, audience sur les mesures provisoires, je peux encore faire des demandes par voie orale. Et donc, si j'indique et j'exprime quelque chose à l'oral, c'est ça qui sera retenu par le juge. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'il fallait absolument reformuler à l'oral oui. la demande. Exactement. Donc là-dessus, on garde quand même un peu ce qui existait, ce qui existe aujourd'hui dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. Mais voilà, vous avez cette subtilité, représentation obligatoire dès le début, impossibilité pour l'époux ou l'épouse de se présenter seul, mais en revanche, oralité des débats pour présenter des demandes et des moyens. Alors ensuite, donc cette OMP, comment elle va se passer? Donc je vous ai dit, il y a deux objectifs, comme le nom l'indique. Et donc premièrement, c'est une audience d'orientation, c'est-à-dire une orientation de la procédure. Alors en pratique, qu'est-ce que c'est? Très probablement, ça va correspondre à ce qu'on connaît dans le cadre des premières conférences de présidents. Donc là, le juge va interroger les parties pour savoir s'il y a éventuellement signature d'une convention de procédure participative, première possibilité. Ensuite, pour ce qui est de la poursuite de la procédure, le juge pourra renvoyer vers une mise en état pour les conclusions du défendeur. Il pourra éventuellement, dans des cas de figure simple, prononcer, fixer tout de suite une date de clôture et une date de plaidoirie. Et enfin, il pourra aussi fixer un calendrier, on y reviendra, ce qu'on espère, puisque ça permettra d'avoir une visibilité en termes de délai sur cette procédure de divorce, ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Donc voilà, premier objectif de cette audience, orientation de la procédure. Deuxième objectif, très important, les mesures provisoires. Donc ça répond à la question que je posais dans l'introduction. Nos mesures provisoires des articles 255 et 256 n'ont pas disparu. Elles sont plus rendues au terme de l'ONC, mais elles seront rendues au terme de l'OMP. Très probablement. Donc là, ça veut dire qu'on est dans le cas de figure où les parties ont formé des demandes au titre des mesures provisoires. Je dirai après ce qui se passe quand on n'a pas formé de demande, puisque Elodie vous a dit que c'était pas obligatoire de le faire. Donc, le juge va statuer sur ces demandes au titre des mesures provisoires. Je le redis, elles sont bien dans une partie distincte de l'assignation. Elles peuvent
également être formé par voie de conclusion distincte, c'est-à-dire, par exemple, pour le demandeur, si entre-temps la situation a évolué ou il avait omis certaines demandes, jusqu'à ce qu'on arrive à cette audience, on peut conclure. Et on l'a vu, on peut également faire des observations orales. Et le défendeur, lui, il fera ses observations dans le cadre de conclusions spécifiquement sur ces mesures provisoires. Donc, finalement, quand on comprend tout ça et ces discussions qu'on va avoir, on s'aperçoit de quoi? On nous dit d'un côté, oui, on va fixer un calendrier pour la suite de la procédure. Très bien. Mais finalement, avant notre audience, sur les mesures provisoires, on n'a absolument aucun calendrier. Donc, très probablement, on recevra encore des conclusions par certains confrères la veille de l'audience. On pourra s'échanger des pièces la veille de l'audience et tout ça devrait pas être bien différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, juste avant l'ordonnance de non-conciliation. Alors, une des questions qui se pose et sur lesquelles on peut s'interroger, on a dit l'objectif, c'est de raccourcir les délais et finalement essayer d'avoir des jugements de divorce le plus rapidement possible. Vous le savez, au titre des mesures provisoires, on peut demander la désignation d'un notaire ou d'un professionnel qualifié sur le fondement des articles 255, 9 et 10 et dans un article qui est paru à l'AJ-Famille, l'excellent Stéphane David, qui est donc notaire expert, souvent désigné, exprime la crainte de dire, finalement, si on veut aller plus vite, est-ce que les juges vont pas avoir tendance à ne plus accorder ces expertises 255, 9 et 10. On sait que il y a un certain nombre de magistrats qui sont déjà réticents en disant que c'est long et coûteux. En même temps, on sait l'importance dans certains dossiers quand on a des patrimoines complexes qu'on est incapable d'estimer quand on est de l'autre côté quand on est du côté de l'époux qui n'a pas accès à ce patrimoine complexe, société, montage, etc. Et on sait que le projet d'état liquidatif est aussi quand même de nature à favoriser des accords ou à faire retomber certains problèmes qui pourraient durer après pendant des années. Donc, bon, voilà, c'est une interrogation qu'on peut se poser. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que au titre des mesures provisoires, donc qui vont être décidées par après cette audience par l'ordonnance sur l'OMP, sur les mesures provisoires, il n'y a pas de changement. Ce sont les mêmes mesures provisoires qu'avant. Donc, ça, c'est le cas de figure dans lequel il y a des demandes, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de renoncer aux mesures provisoires. Donc, c'est plus un passage obligé, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Donc ça, il faut l'indiquer au juge avant l'audience ou au jour de l'audience. Peut-être que ça va permettre d'accélérer certains dossiers très simples. Bon, mais on sait que là, on parle de dossiers résiduels dans lesquels il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enjeu financier. Mais en tout état de cause, ce qui est quand même important, et donc ce qui est prévu par la réforme, c'est que si les époux ont renoncé le jour de l'audience sur les mesures provisoires à faire des demandes à ce titre, ils auront quand même la possibilité de faire des demandes de mesures provisoires ultérieurement et jusqu'à la date de clôture. Donc, c'est un peu particulier, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma renonciation, elle n'est pas définitive. J'ai renoncé le jour de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires. Je dis non, je ne forme aucune demande, mais finalement, 6 mois après, 1 an après, la procédure court toujours. J'ai à justifier. Voilà, et j'ai aucun justificatif à apporter. Et donc, ce qui est important de comprendre là, c'est qu'il ne s'agit pas de revenir sur des mesures provisoires puisqu'il n'y en a pas eu. On ne va pas du tout être dans la question de l'élément nouveau. C'est simplement un droit qui est laissé aux époux, encore une fois, sans avoir à s'en justifier, de pouvoir former des demandes jusqu'à la clôture. Donc là, c'est sûr que ça ne va pas aller dans le sens de raccourcir les délais et de simplifier les choses.
Un élément important de la réforme sur ces mesures provisoires, c'est sur la date d'effet. Vous le savez, donc aujourd'hui, les mesures provisoires, elles sont effectives à compter de l'ordonnance de non-conciliation. La réforme prévoit quelque chose d'un peu différent. C'est l'article 254, nouveau, qui nous dit que donc les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants sont prises par le juge à compter de l'introduction de la demande en divorce. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de départ de mes mesures provisoires ne sera pas la date de l'ordonnance sur les mesures provisoires, mais sera la date de la demande en divorce, c'est-à-dire la date de mon assignation, évidemment sous réserve que celle-ci ait été placée. Donc, on aura une rétroactivité des mesures provisoires, ce qu'on peut solliciter aujourd'hui, mais ce qui n'est pas du tout la règle, et en pratique, ce qu'on obtient difficilement. Très rarement. Donc, on le voit, ça va avoir un intérêt par rapport aux demandes de pension alimentaire. Et je pense à l'époux qui aurait quitté le domicile conjugal et celui qui est resté, qui va demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Et pour les enfants, si rien n'a été versé pendant un laps de temps. Donc, on aura cette rétroactivité à compter de la date de la demande en divorce. Alors, c'est un tout petit peu modulé et le législateur a quand même prévu des dérogations puisque, donc ça c'est le principe, ce que je viens de vous expliquer, et ensuite vous avez l'article 1117 alinéa 7 du Code de procédure civile qui permet au juge d'indiquer la date d'effet des mesures provisoires. Et donc c'est vrai que autant cette rétroactivité, elle peut avoir du sens et elle a du sens pour les demandes de pension alimentaire, autant par exemple sur la fixation de la résidence des enfants, on va pas avoir de rétroactivité pour la garde alternée. Donc là-dessus, on a des interrogations parce que on ne sait pas vraiment comment les choses vont se passer. Est-ce que le juge pourra décider d'une date unique pour toutes les mesures provisoires? Est-ce qu'il pourra dire que certaines mesures provisoires s'appliquent à compter de la demande en divorce, d'autres s'appliquant à compter de la date de l'ordonnance? Voilà, là-dessus, les choses sont pas si claires que ça, et donc il faudra probablement attendre d'avoir les premières décisions en tout état de cause. Donc retenez que le principe c'est effet à compter de la demande en divorce avec une possibilité d'aménagement laissée au juge, puisque le texte vous dit que le juge pourra indiquer la date d'effet des mesures provisoires. Donc ça, c'est pour le point de départ. Jusqu'à quand elles s'appliqueront là-dessus, pas de changement. Elles s'appliqueront jusqu'à ce que le divorce passe en force de chose jugée. Elles restent évidemment exécutoires de plein droit à titre provisoire. Et donc, évidemment, un des risques qu'on pouvait avoir dans l'ancienne procédure, à savoir le risque de caducité des mesures provisoires si j'avais pas assigné dans les 30 mois de mon ONC, disparaît, puisque là, encore une fois, Elodie vous l'a dit, la procédure se poursuit naturellement sans que j'ai de démarche à faire, donc il n'y aura plus de caducité des mesures provisoires. L'appel, pas de changement. Il y aura toujours un appel possible dans les 15 jours suivant la signification de cette ordonnance. Ensuite, autre élément aussi qui a été maintenu et qui est important, mais j'anticipe peut-être sur la suite, c'est sur la révision des mesures provisoires. On nous dit que la procédure va être courte, mais bon, elle va quand même probablement durer un peu. Donc le 1118 ne disparaît pas, et donc avec un fait nouveau, vous pourrez toujours revenir devant le juge de la mise en état et donc solliciter
solliciter des demandes nouvelles. Et alors oui, autre question, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière sur la date des effets du divorce, c'est par rapport à la date de dissolution du régime matrimonial, puisque vous le savez, la date retenue, sauf demande visant à faire remonter les effets du divorce, c'était la date de l'ONC. Donc, avec la réforme, on sera du coup a priori sur la date de la demande en divorce. Là aussi, et donc c'est l'article 262-1 du Code civil qui le prévoit, avec toujours cette possibilité, comme dans l'ancien régime, de pouvoir faire remonter les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Donc, en synthèse sur cette audience, vous le voyez, elle est nouvelle et elle ne va pas se dérouler de la même manière que l'ordonnance de non-conciliation. Je vous ai expliqué pourquoi. Il n'y a plus cette comparution. Il faut avoir constitué avocat. Les époux peuvent plus se présenter seuls. Elle va avoir cet objectif d'orientation. En même temps, on aura quand même une décision sur nos mesures provisoires. Donc c'est ça qu'il faut retenir, avec donc un champ d'investigation qui sur ces mesures provisoires qui reste le même que pour l'ordonnance de non-conciliation. Voilà pour cette étape. Et donc l'intérêt là encore de la réforme, c'est que après cette audience, j'ai eu donc espérons-le un calendrier ou en tout cas une nouvelle date d'audience de procédure qui a été fixée sans avoir à ressaisir à nouveau le juge et à faire des démarches. Donc la procédure se poursuit et je redonne la parole à Élodie. Oui, c'est ça. Donc juste après l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales, dans sa qualité de juge de la mise en état, il va rendre une ordonnance. Il va statuer sur les mesures provisoires, il va les ordonner, il va les fixer. Et j'imagine que dans le cadre de cette ordonnance, comme on peut le voir actuellement dans les décisions, il va fixer le calendrier, alors soit dans l'ordonnance, soit à l'audience. Je sais pas vraiment. Mais en tout cas, on peut imaginer que ce soit dans l'ordonnance qui fixe les mesures provisoires, qui les ordonne et qui leur donne et qui fixe un calendrier de procédure. Donc ça, c'est sauf procédure participative, puisque si les parties font choix d'une procédure participative, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais en gros, soit on peut demander la clôture et la fixation d'une date de plaidoirie, soit on demande un retrait du rôle. Voilà, le temps de la mise en œuvre de cette procédure participative. Mais sinon, le juge d'affaires familiales, donc en sa qualité de juge de la mise en état, ces procédures écrites ordinaires, donc ces dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile notamment qui s'appliquent, il veille au bon déroulement et au bon déroulement loyal de la procédure. Il fixe le calendrier des échanges, il ordonne des mesures conservatoires, donc ça c'est l'article 780 du Code de procédure civile, c'est-à-dire concrètement en matière familiale, ça peut être une enquête sociale, ça peut être au niveau des mesures d'instruction, une expertise médico-psychologique, bref, il peut être saisi de toute façon par voie d'incident dès qu'il y a un élément nouveau, comme tu l'as dit, sur le fondement de l'article 118 du Code de procédure civile. C'est lui qui va fixer la première date, la date à laquelle on va pouvoir rédiger et notifier nos premières conclusions. Nos premières conclusions, ces fameuses premières conclusions au fond, où on va là, pour la première fois, si on l'a pas fait avant pour l'altération définitive du lien conjugal ou l'acceptation, dire sur quel fondement l'époux ou l'épouse que l'on représente souhaite divorcer et sollicite le divorce. Il y a donc sur le fondement de la procédure sur le divorce pour faute, il n'y a pas c'est toujours le même article, l'article 242 du Code civil, je n'y reviens pas. En revanche, il y a deux changements majeurs s'agissant des deux autres fondements, l'altération définitive du lien conjugal et l'acceptation du principe de la rupture du mariage. Il y a des modalités d'accord pour le principe
pour l'acceptation du principe de la rupture du mariage, j'accepte le divorce, j'accepte de divorcer, mais j'accepte pas les conséquences. Les époux, ils peuvent accepter, et ça c'est vraiment important, le principe de leur divorce avant la saisine du juge. Donc ça se passe, et là on a un rôle à jouer, donc il faut qu'ils soient absolument assistés chacun de leur avocat, et c'est un acte sous seing privé, contresigné par avocat, et qui au terme duquel ils vont accepter le principe de divorcer, le principe de la rupture du mariage. Si on signe à 4 cet acte, on a 6 mois pour engager la procédure de divorce. Et ça se passe non pas par assignation, mais par requête conjointe. C'est-à-dire qu'on va rédiger une requête conjointe au terme de laquelle on va dire que les époux sont d'accord et ont accepté le principe de divorcer. Après, c'est sur les autres mesures, c'est-à-dire que dans cette requête conjointe, on peut aussi très bien prévoir les mesures provisoires. Alors, s'il y a un accord, tant mieux. Et on peut aussi être d'accord sur les conséquences du divorce. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas passer par le consentement mutuel et sortir du cadre judiciaire? Ça, si on est d'accord sur tout. Voilà, donc c'est là où on voit mal comment ça peut se mettre en œuvre, de la même façon que les époux sont d'accord de divorcer, mais pas sur les conséquences. On va rédiger notre requête, on va dire qu'ils acceptent, mais que sur les mesures provisoires, sur les conséquences, on s'en remet à nos conclusions au fond dans le cadre, plus tard dans le cadre de la procédure. Parce qu'on voit mal comment on pourrait dire, l'épouse elle sollicite une prestation compensatoire de 200 000 euros, mais l'époux sollicite le débouté de cette demande. Enfin, je vois pas comment c'est possible. Donc, la requête conjointe, ça paraît compliqué. À part le formuler dans le cadre de conclusion, donc dans le cadre de la mise en état, qui est les dates qui nous seront données, je vois pas comment, et c'est un peu du bon sens, comment ça peut se rédiger. Donc ça peut se faire. Donc ils peuvent accepter avant de saisir le juge, et donc je rappelle qu'ils ont un délai de 6 mois. Sinon, ils peuvent accepter à tout moment de la procédure. Donc, comme d'habitude, on peut accepter le divorce à tout moment de la procédure. Donc là, au stade de l'audience d'orientation et sur mesure provisoire, de la même façon que quand on va devant un juge conciliateur, si les époux sont assistés de leur avocat, on signe un procès-verbal d'acceptation, comme d'habitude. Et donc, du coup, c'est irrévocable et le divorce ne sera prononcé que sur ce fondement-là. Ça peut aussi être demandé lors d'une autre audience, au terme de laquelle ils demandent à comparaître et à ce que ce soit acté, qu'ils acceptent le principe de divorcer. Et enfin, lors des conclusions, j'imagine des conclusions concordantes, en tout cas sur le principe, comme on le fait actuellement, on leur fait écrire et qu'on joint en annexe, en pièces, une déclaration d'acceptation manuscrite. Les deux la remplissent, la complètent et on l'annexe. Et il y a des conclusions concordantes sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage. Ça, c'est les nouveautés sur les modalités pratiques de ce fondement-là. Voilà, la nouveauté principale étant qu'on peut accepter avant de se retrouver devant le juge. Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Alors là, attention, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. On n'est plus à 2 ans, c'est-à-dire qu'il fallait constater la cessation de toute collaboration, de toute cohabitation. À la date de l'assignation, il fallait que ça fasse 2 ans que les époux avaient cessé de cohabiter ou de collaborer. Aujourd'hui, à compter du 1er janvier 2021, c'est plus 2 ans, c'est 1 année. Alors, à compter soit de l'assignation, mais Agathe, elle vous en a parlé tout à l'heure, ou de la requête conjointe, en tout cas de l'assignation, ou alors, il faudra que ça fasse 1 an à compter du prononcé du divorce. Donc là, le juge de la mise en état, lors de la première audience, il va devoir un peu préjuger de son calendrier parce qu'il devra attendre nécessairement que ça fasse 1 an à la date du prononcé du divorce que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Donc c'est ça qui est particulier, c'est ça qui peut en pratique on ne sait pas encore vraiment comment le juge va dresser son calendrier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il va commencer à calculer ce délai d'1 an, on aura du mal à venir dire qu'en fait ça fait pas du tout 1 an et qu'on s'oppose au prononcé du divorce sur ce fondement-là.
Et puis aussi, ça peut être fait sans délai, en demande reconventionnelle, mais ça, on vous l'a dit tout à l'heure. Si le demandeur est débouté sur le fondement de sa demande en divorce pour faute et que le défendeur avait fait une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, si le juge examine la faute en premier et s'il déboute, de fait, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Voilà les modalités qui changent au niveau des fondements du divorce. Donc, il y a toujours le divorce pour faute, altération définitive et acceptation. Mais les modalités changent et les conditions changent. On n'est plus à 2 ans pour l'altération à la date de l'assignation, mais bien 1 an, soit à la date de l'assignation, je répète, soit à la date du prononcé du divorce. Et on voit du coup, quand on regarde l'historique, finalement, sur ce délai d'altération définitive du lien conjugal, qu'on était à 6 ans, on est passé à 2 ans. Maintenant, on est à 1 an, mais finalement, on n'a plus vraiment de délai. Or, on sait que ce fondement de divorce, c'est celui qui bloquait un petit peu l'époux qui était seul à vouloir divorcer, qui n'était pas en mesure ou qui souhaitait pas engager un divorce pour faute. Il était bloqué pendant ce délai incompressible de 2 ans. Et là, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement le délai est ramené à 1 an, mais que c'est plus nécessairement 1 an avant de lancer la procédure. Donc, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous voir demain, lancer votre assignation et à la suite de l'audience sur les mesures provisoires, dans vos premières conclusions au fond, choisir l'altération définitive du lien conjugal, alors même que les époux ne seront pas séparés depuis 1 an. Après, comme le disait Elodie, comment le juge, on vous explique que le juge devra attendre pour statuer. Donc, il ne pourra pas statuer et rendre son jugement de divorce tant qu'on n'aura pas 1 an de séparation. Mais c'est pas du tout la même chose, que finalement, avant, qu'est-ce qui se passait? J'attendais 2 ans avant de pouvoir lancer mon assignation. Et ensuite, j'avais toute la durée de la procédure qui était, je pense que personne ne connaît le dossier, où elle était d'une durée de moins d'1 an. Donc, comment ça va fonctionner en pratique? Voilà, on a des petites zones d'inquiétude, mais ça devrait quand même raccourcir les délais. Et c'est vrai, encore une fois, que quand on avait des clients à qui il fallait expliquer, parce qu'ils ne s'étaient pas renseignés, qu'on ne pourrait rien faire pendant 2 ans, voilà, là, on va être en mesure de les rassurer et on aura... En tout cas, après, ça sera plus entre nos mains, ça sera entre les mains du juge. Et surtout, on n'aura pas le risque de voir notre demande rejetée en se disant, ben non, vous n'avez pas justifié les 2 ans de cessation. Il y a un changement aussi, merci, en matière de règlement des conséquences patrimoniales du divorce. Vous savez qu'on pouvait invoquer l'article 267 du Code civil, où on pouvait justifier des désaccords persistants au moment de l'assignation pour que le juge puisse trancher sur ces désaccords persistants s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce. Donc là, il y a une modification des dispositions de l'article 1116 du Code de procédure civile. Maintenant, à tout moment de la procédure, on pourra justifier de ces désaccords persistants pour que le juge puisse trancher, et donc on pourra enfin utiliser plus largement cet article, parce que on en a beaucoup parlé, mais en pratique, peu utilisé. Enfin, peut-être vous plus que moi, en tout cas. Mais là, en tout cas, ça va permettre une utilisation beaucoup plus large de cet article, parce qu'à tout moment, on pourra venir dire on a trouvé un accord, ou plutôt il y a des désaccords persistants, merci de trancher sur tel et tel point pour pouvoir avancer. Donc voilà un peu ce qu'on voulait, les points sur lesquels on voulait attirer votre attention sur cette partie relative à la suite de la procédure et donc au changement, encore une fois, à la fois sur l'altération définitive du lien conjugal et sur l'acceptation. Alors après, finalement, quand on regarde tout ça et qu'on réfléchit un peu, pour essayer de faire quelques observations.
les points de vigilance qu'il va falloir avoir au début, évidemment, c'est sur le formalisme de l'assignation. Elodie vous l'a dit, vous avez des mentions qui sont obligatoires, certaines à peine d'irrecevabilité, à peine de nullité. Mais voilà, une fois qu'on a déroulé les choses, finalement, il n'y a pas vraiment de surprise parce que c'est des mesures, c'est des éléments qu'on connaît dans d'autres procédures contentieuses qu'on peut engager aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que c'est des points de vigilance à avoir pour nous, avocats en droit de la famille. Après, quel regard sur cette réforme? On vous l'a dit, un des objectifs évidemment affichés, c'est de raccourcir les délais. Le constat, là, il n'y a pas de débat. Hein. On a tous de plus en plus de mal à expliquer à nos clients les durées des procédures de divorce contentieuses. Hein. On sait que le contentieux, c'est l'échec. C'est vraiment parce que on n'est pas arrivé à trouver des accords qu'on est là. Donc, c'est un objectif qui est louable. Donc, sur les éléments positifs qui vont peut-être se traduire par un raccourcissement des délais, évidemment, le fait que la procédure soit introduite une fois pour toutes, c'est quelque chose de positif. Donc voilà, c'est une des grandes lignes de la réforme que vous devez retenir. J'assigne une fois, ça va être un peu plus compliqué de faire mon assignation. Elodie vous l'a dit que ma requête, article 251, mais ça y est, ma procédure de divorce est lancée. J'ai plus cette histoire de demandeur qui pouvait bloquer pendant 3 mois. J'ai plus cette histoire d'assignation à signifier, à placer dans les 4 mois post-ONC. Ma procédure, finalement, elle démarrera avec le placement de l'assignation qui pourra être fait par le défendeur. Ça aussi, c'est bien parce que finalement, si le demandeur n'est pas diligent, il bloquera pas les choses. Donc, probablement que c'est un des éléments qui va faciliter les choses. Après, un autre élément qui, sur le principe, est positif, mais on ne sait pas comment ça va se traduire, c'est donc cette possibilité, dans le cadre de l'audience d'orientation, de pouvoir fixer un calendrier de procédure. On sait que, et ça peut être une stratégie dans certains dossiers, voire habitude de certains confrères, on peut faire du dilatoire assez facilement dans le cadre des divorces contentieux, en ne concluant pas, en demandant un renvoi, en formant moult incidents, etc., en changeant d'avocat pour certains époux. Bon, je dis pas que tout ça n'arrivera plus, mais c'est sûr que si on a un calendrier, et on le voit dans d'autres procédures civiles dans lesquelles il y a un calendrier, par définition, ça cadre les choses et ça laisse moins la porte ouverte au dilatoire. Après, quel sera ce calendrier, hein? On voit devant certaines cours d'appel où on reçoit un calendrier et on vous dit que vous allez plaider dans 30 mois. Et donc, vous êtes ravis de noter la date d'audience. Mais bon, voilà. Donc, là-dessus, on n'en sait rien. Et c'est sûr qu'il y a eu un encombrement des juridictions du fait des 2 mois pendant lesquels il ne s'est rien passé au printemps. Donc, comment tout ça va s'échelonner. Mais en tout cas, peut-être que dans le temps, ça va favoriser des délais plus courts et ça va empêcher, encore une fois, des pratiques dilatoires, soit de certains confrères, soit de certains confrères à la demande de leurs clients. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément positif pour raccourcir les délais. Et puis, dernier élément à ce titre, on en a parlé longuement, c'est le raccourcissement du délai de l'altération définitive du lien conjugal. Elodie vous l'a dit, ça devrait, là sans trop s'avancer quand même pour ce type de procédure, assez significativement réduire les délais. Donc il y a des éléments positifs. Après il y a des éléments d'interrogation. On vous l'a dit, hein, d'ailleurs même sur cette date d'audience, d'orientation et sur les mesures provisoires qu'on va devoir prendre au greffe. Est-ce qu'on va y arriver facilement ou est-ce que finalement on va devoir déployer une énergie incroyable, ne serait-ce que
pour avoir cette date. On sait encore une fois qu'on n'arrive pas à joindre des greffes et que on y arrive de moins en moins avec le temps finalement, qu'on n'a plus le droit d'aller les voir, qu'on n'est pas reçu et que tout est dématérialisé. Donc c'est sûr qu'un des enjeux va être la communication électronique de cette date, mais on voit et on l'a dit, les textes à ce jour, ils n'ont pas dit que la date était obligatoirement communiquée par voie électronique. Elle peut l'être par voie postale. On nous parle encore de télécopie, mais il y a sans doute des greffes qui utilisent le fax ou du téléphone. Donc ça va être un des enjeux et en tout cas c'est une des interrogations. Après, les interrogations qu'on a aussi, on vous l'a dit, l'assignation, elle doit comporter des dispositions sur les conséquences du divorce au fond. Donc, on vous a parlé de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. C'est vrai que ça va pas être simple de devoir, même si c'est qu'une proposition finalement, donc et ça va pas être facile de le faire dès le début. Et puis, il y a quand même un sujet qui est essentiel dans les divorces contentieux et qui est quand même très très souvent le point de crispation, c'est la prestation compensatoire. Et donc finalement, là, le texte nous dit il faut faire les demandes au titre de la prestation compensatoire dès l'assignation. Donc ça, c'est quand même très nouveau. Comment ça va s'articuler? Finalement, ça veut dire que donc, dans mon assignation, je vais devoir expliquer pourquoi je demande une prestation compensatoire, voir si on va quand même jusqu'au bout du raisonnement. Je vais devoir chiffrer cette demande. Or, et on le sait, on a un certain nombre de dossiers qui sont dans ce cas de figure. On a des situations dans lesquelles on n'a aucune information, ou en tout cas pas d'information précise ou fiable sur les revenus et sur le patrimoine de l'autre époux. On sait que l'expertise 255 9 et 10 nous aidait, et en tout cas que l'ONC ou l'époux défendeur devait justifier de sa situation, nous donnait à minima les informations sur les revenus, les charges, les pièces et des débuts d'explication. Donc là, c'est vrai que bon, le législateur a dit qu'il fallait conclure dès l'assignation sur la prestation compensatoire. Est-ce que c'est pertinent? Nous, on n'en est pas vraiment convaincus. Comment on va faire en pratique? Est-ce que il faudra taper très haut si on n'a aucune information pour se raviser après? Bon, voilà, ça c'est quand même une interrogation qu'on peut avoir sur la façon dont les choses vont se passer. Voilà, le texte ne nous permet pas d'avoir de vision plus précise que ça sur voilà, sur la pratique. Enfin, et on est obligé quand on fait une demande de prestation compensatoire, donc fixer le montant. Donc si on demande une prestation compensatoire, on dit que l'épouse ou l'époux sollicite une prestation compensatoire, mais sans en fixer le montant, on sera de toute façon irrecevable en notre demande. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Effectivement, est-ce que c'est de taper plus haut et faire une demande plus importante, mais au risque d'être ridicule ou pas? En fait, on ne sait pas vraiment. Non. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il faut absolument faire cette demande. Puisque de toute façon, on ne peut pas la refaire dans le cadre de conclusion après, au fond, une demande nouvelle. Ouais. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est un élément, un vrai élément d'interrogation. Donc voilà pour un peu les observations critiques et positives quand même, parce que il faut se dire que une réforme, au départ, c'est toujours un peu anxiogène pour l'avocat de se dire est-ce que je peux pas me prendre les pieds dans le tapis, mais finalement, vous voyez qu'une fois qu'on a déroulé les choses, il n'y a rien de vraiment compliqué, et surtout ce qui est nouveau
dans le cadre de cette procédure de divorce, ça renvoie à des choses qu'on connaît par ailleurs, voilà, dans d'autres contentieux. Donc, on part pas d'une page blanche. Donc voilà ce qu'on avait à dire. Et est-ce que vous avez des questions? Alors normalement, on doit pouvoir vos questions. Alors je sais pas si vous pouvez parler ou si vous pouvez l'écrire, mais on veut bien avoir vos questions et tenter d'y répondre, en tout cas avoir une réflexion commune. Donc moi, je vois pas de questions. N'hésitez pas, on a encore un peu le temps. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un modèle d'assignation? On peut vous le faire passer. Alors, il faudrait donner vos adresses mail via la CE. Oui, à la CE. Parce qu'on aura peut-être la liste. Ouais. Du coup, juste manifester et qu'on puisse faire circuler. Pareil, on a un modèle de déclaration d'acceptation qu'on peut mettre en forme. On vous a posé des questions. Ah mince, alors je suis désolée. C'est où? On veut bien savoir. Alors attendez, je vais demander parallèlement où sont les questions. Oui, mais oui. On a le chat à côté. On voit rien du tout. On voit les voilà. Ouais. Je suis désolée, hein, on essaye de regarder. Ah, peut-être un message. Ah, ben voilà. Ah, si, ça y est, ça y est. Alors, merci pour. Merci. Ah mince, alors je suis désolée, on voit les messages, on ne vous entend pas très bien. Donc, du coup, j'espère que ça a été corrigé. Y a-t-il un support de présentation? Du coup, non, nous, on n'a pas il n'y a pas de PowerPoint, mais ça, on peut mettre en forme nos documents et faire circuler. En revanche, ce qu'on avait fait, mais c'était compliqué de partager, c'était le canevas de l'assignation et les schémas sur la nouvelle procédure. Alors, après, les dernières mentions obligatoires, c'est-à-dire les mentions que j'ai citées, c'était alors celles qui sont prévues à l'article 54 et 56 du Code de procédure civile. Vous avez aussi les dispositions de l'article 752 et 754 du Code de procédure civile et l'article 1106 du Code de procédure civile. Ça, c'est les mentions, mais en fait, c'est les mentions que vous avez déjà classiquement dans votre assignation.
actuellement. Là, ce qu'il va falloir ajouter, c'est l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience. Ça, c'est l'article 752. Mais ça, moi, je le mettais déjà dans mes assignations autres que dans le cadre d'une procédure. Enfin voilà, on le mettait déjà depuis le 11 décembre 2019, là, 752, la constitution de l'avocat, le délai dans lequel il est tenu de constituer, et puis l'assignation mentionne l'accord du demandeur que les jours se déroulent sans audience. Donc là, c'est l'article 752. Ça fait partie des règles de droit commun et c'est des mentions qui sont obligatoires. Après, sur les règles spécifiques du divorce, c'est à peine de nullité, c'est les dispositions de l'article 1107 du Code de procédure civile sur la date, le lieu, l'heure de l'audience d'orientation et sur mesure provisoire. Donc ça, c'est les règles obligatoires. Vous avez c'est 1107, donc 1107 et 1108 du Code de procédure civile. Et je crois que sur les mentions obligatoires, c'est tout. Après, c'est ce que vous savez, c'est-à-dire ce que vous mettiez déjà dans la requête sur les caisses de retraite, assurance maladie, prestations familiales. C'est 1075 du Code de procédure, ça change pas. Sur les règles de la compétence territoriale, ça change pas non plus, c'est 1070 du Code de procédure civile. Donc, vraiment là, ce qui est important, c'est 1, la date, 2, de bien faire une partie distincte sur les mesures provisoires dans votre discussion et sur les conséquences du divorce dans une autre partie. Est-ce que j'ai répondu à votre question sur les dernières mentions obligatoires et les articles? Ça, c'était une question de Alice Cani. Il y avait une question, je crois, sur les divorces. Non, le défendeur peut-il toujours constituer avocat à tout moment de la procédure, ou bien ce n'est plus possible au-delà de l'audience d'orientation? Si, en fait, pour moi, il est obligé de constituer avocat tout de suite. C'est une assignation, il a 15 jours. Après, il y a des délais de distance s'il est à l'étranger, plus de mois, plus un mois. Il est obligé de constituer avocat. En revanche, la différence, c'est que, donc ça, c'est la vraie différence par rapport à la date, à l'audience dite de tentative de conciliation, où il n'était pas obligé, il devait comparaître, mais il pouvait comparaître sans être assisté d'un avocat. En revanche, là, il doit constituer immédiatement, enfin, en tout cas pour la première audience, mais l'avocat peut le représenter et il n'est pas obligé d'être là à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires. Il peut être représenté, les deux parties d'ailleurs peuvent être représentées par leur avocat, donc sans être assisté, sans comparaître personnellement. C'est ce que j'ai compris. Mais du coup, quelqu'un qui ne se constitue pas pour l'audience sur les mesures provisoires, évidemment, il ne pourra pas faire d'observation dans le cadre de cette audience. En revanche, il pourra se constituer après sur l'assignation, à mon sens. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on reviendra sur les mesures provisoires. Bah, c'est ça, c'est que soit tu renonces expressément, mais tu as toujours la possibilité de demander. Oui, mais pour avoir renoncé expressément, il faudrait être constitué. Donc là, dans le cas de figure où en défense, il n'y a personne au stade de l'ONP, il peut y avoir quelqu'un après, à mon sens. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se… Disons qu'il n'y a pas de sanction s'il ne respecte pas le délai de 15 jours pour la constitution. Le seul risque, c'est qu'il y ait un jugement in fine qui soit rendu par défaut. Donc oui, on peut se constituer à tout moment. Est-ce qu'à l'issue de la procédure, il y aura une possibilité d'audience avec audition des parties? J'ai pas compris la question.
C'est une question d'Alice Canet. Est-ce qu'à l'issue de la procédure, il y aura une possibilité d'audience avec audition des parties, c'est-à-dire à l'issue de la procédure? Je ne vois pas de quoi vous... Enfin, je veux bien que vous me réexpliquiez votre question, s'il vous plaît. Modèle d'assignation, ça marche, pas de problème. En fait, il n'y a plus il y a plus d'audition, enfin de tentative de conciliation par le juge. Après, il n'y a pas de disposition qui prévoit, a priori, que le juge puisse décider de convoquer les époux pour les entendre dans le cadre d'une audience sur incident ou autre. Non. Il n'y a pas je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. C'est ce qui a calvé. Je vous rejoins en cas d'élément d'extranéité et comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire pour qu'on ait une décision et un titre exécutoire, au lieu de passer par un consentement mutuel et parfois avec le risque qu'on ne puisse pas exécuter, parce que pas reconnu dans d'autres pays. Là, on a la possibilité de passer par la voie judiciaire, parce que votre question, c'est dans la requête conjointe, vous avez dit qu'on peut se mettre d'accord sur les mesures provisoires, mais aussi sur les conséquences du divorce, mais que dans ce cas-là, vous ne compreniez pas pourquoi ne pas faire un divorce par consentement mutuel. Je pense que cela est utile en cas d'un élément d'extranéité, et je vous rejoins tout à fait, c'est ce qu'on fait déjà actuellement. On repasse par le circuit judiciaire pour avoir un jugement qui prononce le divorce et non pas une convention et parce qu'il y a des problèmes d'exécution dans certains pays. Toujours possibilité de clôture et de mise en délibéré sur pièce, plaidoirie. Je pas trop. Qu'est-ce que tu en dis? Non, C'est-à-dire sans plaidoirie? C'est une question de Alice Canet. Bon, en tout cas, si c'est ça la question, c'est-à-dire réponds à ça. Ah, ok. Il n'y a rien de spécifique qui dit dans les textes que il y aura plus de possibilité de plaider. Donc là, je pense que vous faites le micro demain. Ah oui, c'est le micro pour. Bon, j'espère que vous m'entendez, moi au moins toujours. Donc nous, on aura a priori toujours la possibilité de plaider, sachant que on le voyait déjà avant la crise sanitaire, les plaidoiries en vue du jugement de divorce, elles sont de plus en plus réduites et avec les mesures sanitaires, on nous propose de plus en plus les audiences sans plaidoirie. Donc, en tout cas, dans le texte, il n'y a rien qui empêche la plaidoirie, et donc au contraire, puisqu'on vous dit bien que dans le calendrier qui pourrait être fixé par l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, le juge peut fixer une date de plaidoirie et non pas une date de dépôt des dossiers. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors sur le micro, en fait, je crois que malheureusement, vous ne pouvez pas poser de questions oralement. Donc on est obligé de passer par les questions écrites. Je crois que c'était ça.
Je comprends pas. De toute façon, on envoie notre modèle d'assignation. Oui. Du coup, quelle est la durée prévue? 2 mois. Excellente question. Oui. C'est une bonne question. Ouais. On ne peut pas se prononcer. Après, c'est sûr que si il existait des stratégies pour ralentir la procédure, j'attends la fin des mesures provisoires pour assigner, et donc ça rallongeait forcément la durée prévisible de la procédure de divorce. Avec cette réforme, il est évident que ce type de stratégie ne pourra pas perdurer. Non, mais en tout cas, dans les débats préparatoires et tout ce qu'on a pu voir en préparant la conférence, il n'y a pas de délai estimé. Ils se sont bien gardés de communiquer quoi que ce soit. Et après, je ne sais pas quelle est votre pratique, mais nous, ce qu'on voit, même ne serait-ce que aujourd'hui, pour avoir une date pour l'ONC à Paris, en fonction des cabinets, ça peut varier avec des écarts de 1 à 3 voire 4 mois. Donc, la durée de la procédure, à mon avis, on va être pour beaucoup déjà tributaire de cette première date que les greffes vont nous donner, la capacité qu'ils vont avoir à absorber tout ça et comment ils vont se projeter, comment ils vont répartir différents cabinets. Ah, il y a un micro, on entend. On va devoir se réinventer, devenir plus vicieuse. Ouais, probablement. Je crois pas, non. On a répondu à tout. Bon, en tout cas, on n'avait pas vu du tout les questions. Donc désolée parce que ça apparaissait pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que très vite, enfin là, pour ceux qui le souhaitent, mais sinon, par défaut, on peut faire circuler à tout le monde le canevas de l'assignation et les schémas. Et ensuite, un tout petit peu moins vite, mais dans un délai, on fera circuler, si ça vous intéresse, le support de notre intervention. Je suis désolée qu'il n'y ait pas eu d'échange avec le micro, mais je crois qu'en fait, compte tenu du nombre de participants, c'était compliqué techniquement à mettre en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos messages. Donc voilà, on était ravis. On espère que l'année prochaine, puisqu'on est des fidèles avec Élodie de la commission famille, de la CE et du congrès, on aura quand même le bonheur de pouvoir se retrouver et avoir des échanges de visu. En tout cas, c'est quand même une opportunité. Voilà. Grâce à tous les efforts qui ont été faits par les uns et les autres, parce que croyez-moi, c'est pas simple, de mettre en place le congrès de façon digitalisée. Et donc, même si on vous a pas vu ni entendu, on était ravis avec Élodie de pouvoir faire cette présentation. Merci beaucoup. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc, bon courage pour l'entraînement d'ici au 1er janvier 2021. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.